On accueille, on vous l'annonçait tout à l'heure, Chloé Tenny. Bonjour Chloé. Bonjour. Non, faut que j'arrête avec ça, parce qu'on s'est déjà vu. Ça ne rime à rien. Chloé, tu peux te présenter un petit peu Oui. succinctement? Succinctement. Je suis chargée d'études du coup au département opinion aussi, mais dans le pôle Corporate et Work Experience, qui travaille essentiellement sur les thématiques du monde du travail, donc ce qui va être vécu au travail, satisfaction professionnelle, et on fait aussi en parallèle des sondages, des consultations au sein des entreprises. Donc c'est un petit peu notre double casquette au Corp, voilà. Work Experience. Voilà. Alors, on a eu Michel lors d'un développement très développé. Hein. Oui. Michel nous a parlé de la notion de genre, exposé d'ailleurs très enrichissant. Mm-hmm. Je voulais éviter l'anglicisme inspirant que je déteste, pardon. Petite parenthèse. Mais, genre, et là on va parler d'inclusivité. Ouais. Donc, c'est pas pareil, mais il y a des ponts, il y a des connexions. Et donc, je reprends mes notes, car je suis sérieux, j'ai préparé ce live, comme toi. Inclusivité, qu'est-ce que c'est? Dis-moi tout sur l'inclusivité. Ou dis-moi en tout cas, dans l'expertise que tu décrivais, l'inclusivité dans le monde professionnel, qu'est-ce? L'inclusivité, nous on parle du coup beaucoup d'inclusivité au travail, ce qui peut paraître aujourd'hui, enfin en tout cas chez nous, comme un terme assez galvaudé, dans la mesure où on parle beaucoup d'enjeux RSE, d'égalité hommes-femmes au travers de l'entreprise, intégrer l'environnement, tout ça. Donc les gens en ont un petit peu marre d'entendre parler d'inclusivité, mais nous on parle beaucoup d'inclusivité au travail, non pas parce que c'est à la mode ou que c'est tendance, mais parce que derrière il y a vraiment une notion de politique salariale et aussi de politique publique, parfois à plus grande échelle. Parce qu'en fait l'inclusivité au travail, elle vient finalement tenter de résoudre des inégalités professionnelles qui existent et qu'on mesure tous les jours plus ou moins dans nos enquêtes en fait au Corp. Et donc quand on parle d'inclusivité au travail, c'est surtout pour essayer de résoudre ces inégalités qui concernent à la fois évidemment des inégalités de genre, donc hommes, femmes, trans, non-binaires, ce que vous voulez, les inégalités d'orientation sexuelle, les discriminations face à l'orientation sexuelle, à la couleur de peau, au handicap aussi, et aussi des discriminations qu'on observe liées à l'âge. À savoir la thématique des seniors en entreprise, qui n'est pas forcément une mince affaire, à savoir comment on valorise l'expérience et puis aussi toute la difficulté qu'il peut y avoir pour les populations seniors à retrouver du travail aussi quand on est un peu plus expérimenté. Et donc ces inégalités professionnelles, on va dire... C'est vrai que le mot que tu emploies, historiquement, on parlait d'inégalité. Oui. Aujourd'hui, on parle... l'inégalité, c'est de dire, il y a des gens pas pareils et qui vivent pas les mêmes choses. Oui. Et on a glissé vers le thème inclusivité, peut-être pour dire, on va ramener tout le monde... On va essayer de ramener tout le monde au centre de la table, on va dire. Parce que justement, au-delà de qui ça touche, c'est où est-ce que ça agit, en fait, comment. Et donc, on voit qu'il y a des écarts dans la rémunération, ça c'est très classique, mais aussi dans les missions qui peuvent être confiées à certaines personnes, des inégalités d'opportunités ou d'évolution dans les carrières, etc. Et puis aussi dans les effectifs, à savoir combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, combien il y a de jeunes, de vieux, handicapés, pas handicapés, et voilà. Et donc le but, c'est finalement de pouvoir inclure tout le monde, parce qu'une entreprise, c'est une richesse économique, d'accord, mais c'est aussi un projet de société où tout le monde est censé pouvoir tirer son épingle du jeu là-dedans. Alors, tu parlais d'effectifs. Oui. Je me permets de préciser, parce que j'ai eu confirmation d'infos il n'y a pas longtemps. À l'IFOP, par exemple, alors je n'ai pas les effectifs côté sociovision, on a vu Michel tout à l'heure, mais à l'IFOP, il y a 60% de femmes. Ok. Et 40% d'hommes. Ok. C'est à peu près ça, d'ailleurs, dans toutes les strates hiérarchiques. Oui, voilà. Parce que là, il faut regarder aussi les petites mains, stable, les cadres dirigeants. À peu près stable dans toutes les strates hiérarchiques, sauf la plus haute. Après, ils sont 4 individus. Il y a eu un changement sur les 6 derniers mois. Donc, tu tapes un 25% de variation sur l'année. Voilà, avec une personne. Donc, attention. Mais voilà, l'IFOP, on est sur ce critère-là. On est bien. Pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ok. Alors, inclusivité au travail, inégalité aussi. Tu as parlé tout de suite d'inégalité de rémunération. Oui. Donc, ce qui vient tout de suite en tête, c'est les femmes.
Je ne dis pas le problème des femmes, c'est pas le problème, mais la problématique du traitement différencié des hommes et des femmes en entreprise. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle beaucoup d'égalité hommes-femmes et d'inclusivité en entreprise. Et donc, il y a souvent cette question qui revient en ce moment avec la question des quotas. Puisque ce sont des politiques qui ont été mises en place, mais on va y revenir un peu. Moi, je voulais aussi insister sur le fait que, pour le coup, dans le monde professionnel, on le voit parmi les secteurs d'activité, il y a aussi d'énormes différences. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, des secteurs d'activité qui vont être très féminins, très féminisés. Tout ce qui va être métier du soin, ce qu'on appelle le care, l'enseignement, ou l'éducation, la petite enfance, l'entretien, enfin tout ce qui est paramédical, etc. Et à côté, des secteurs beaucoup plus masculins comme l'industrie, le BTP, etc. Donc face à ça, comment on déconstruit, comment on remet de l'inclusivité dans tout ça? Soit on incite les hommes à aller faire des métiers entre guillemets de femmes, un travail de femme, mais quand c'est peu rémunéré et peu valorisant socialement, ça n'intéresse pas grand monde. Et à l'inverse, comment une femme va mettre un pied dans les métiers d'hommes avec toute la bonne volonté du monde, toutes les questions que ça peut soulever en termes d'intégration, de comportement au travail et toutes les problématiques de sexisme qu'on voit remonter aussi dans nos enquêtes. Tout secteur de métiers confondus par ailleurs. Donc face à ça, l'État agit. Enfin, l'État essaye, et pas que, les entreprises aussi. Et donc, on a vu se mettre en place quelques mesures, on va dire, pour pouvoir remettre un petit peu d'égalité partout. Mais on va voir que c'est aussi perfectible comme outil. Donc là, récemment, il y a eu la loi Rixin. Je pense que certains en ont entendu parler, en tout cas, ce qui est... Pas toi. Explique-moi. C'est une loi Rixin, et c'est un deuxième nom derrière d'ailleurs, composé que j'ai oublié. La loi Rixin qui prévoit en fait pour les entreprises de plus de 1000 salariés, pour ne pas taper sur les petites TPE, PME qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, embaucher, recruter, tout ça. Pour les entreprises donc avec des hauts effectifs, instaurer un quota de 40% de femmes dans les instances dirigeantes. Donc c'est en fait l'idée de pouvoir un petit peu niveler par le haut et de remettre dans les instances dirigeantes des femmes, là où il y en avait très peu auparavant. Et créer peut-être des rôles modèles au passage. Et créer des rôles modèles aussi, des représentations dans l'entreprise, pouvoir permettre aux futurs recrues, jeunes, etc. de pouvoir se projeter aussi dans un cadre un petit peu plus hiérarchique, etc. etc. Premier effet pervers, on va dire, qui conviendrait de corriger. Dans les métiers super féminisés où on a 90% ou 80% de femmes et donc dans un comité de direction à 80% de femmes, on va sanctionner ces comités de direction parce qu'elles ne respectent pas l'égalité au sens strict. Ce qui est très bien, mais derrière, il ne faut pas que l'outil vienne être contre-productif sur l'effet escompté. C'est-à-dire que la question, c'est pas tant de savoir pourquoi, qu'il y ait de l'égalité partout, super très bien, mais déjà, si on a du mal à recruter des hommes ou des femmes dans certains cœurs de métier, c'est compliqué de pouvoir mettre en place ces quotas. Si ces quotas ne sont pas respectés, l'entreprise prend une sanction, mais l'entreprise prend une sanction s'il ne respecte pas la règle, 3 années de suite. Donc après, c'est comme l'égalité en politique, on préfère payer les amendes parce que ça coûte moins cher, et puis un candidat femme, ça ne remporte pas les élections. Donc, parenthèse, fermée. Donc il y a ce premier outil. Il y a aussi un autre outil qui est plutôt sympa, c'est la transparence des grilles de salaire. Donc ce qui peut aider en fait tout un chacun et surtout les plus jeunes qui débutent dans le monde du travail à se positionner un petit peu sur les grilles de salaire. Mais là aussi, effet pervers, c'est qu'on va avoir un petit peu tendance à niveler par le bas et surtout les femmes demandent toujours moins d'augmentation et de promotion que les hommes. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre comportemental à changer. Parce qu'on a beau avoir la transparence des grilles des salaires, on se trouvera toujours à demander moins ou à être sur le bas de la grille. Donc ça, c'est un fait. Et le troisième, c'est l'indice d'égalité professionnelle qui a été mis en place aussi il n'y a pas longtemps et qui en fait instaure une notation sur les entreprises, donc c'est une note sur 100, à savoir si elles respectent les augmentations quand il y a un retour de congé maternité, des choses comme ça, etc. Et donc il y a une note sur 100. Mais il y a un organisme de contrôle qui contrôle que les résultats sont bien publiés, mais elle ne vérifie pas comment l'indice est calculé. Donc si vous voulez, une entreprise... Fais ce que tu veux, quoi. Une entreprise peut mettre qu'elle est à 80% sur un superbe indice d'égalité homme-femme dans l'entreprise et personne n'ira voir sur le papier comment ça a été calculé, si c'est vrai ou pas. C'était juste pour l'idée de montrer qu'il y a quand même des outils, des politiques qui sont mises en place pour renforcer l'inclusivité. Donc en l'occurrence ici pour les femmes, mais aussi ça se joue pour d'autres types de populations dans les entreprises. C'est bien. Mais c'est pas toujours assez, parce que pareil, 40% dans les comités de direction, pourquoi pas 50%,
Tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. C'est exactement ce que je me disais quand je t'écoutais sur mode 40%. Bah, pourquoi pas 50%? Oui, voilà. On sait qu'on ne pourra pas forcément le respecter selon les cœurs de métier, mais du coup, allons-y, visant une véritable égalité et pas un petit truc sur le papier qui fait un peu plaisir, mais pas trop. Et donc, ça m'amène à un autre point où je voulais vraiment insister dessus, ce qui est déconstruire les idées reçues, parce qu'on va souvent nous dire, pour justifier les inégalités qu'il peut y avoir dans la rémunération, mais aussi dans les responsabilités entre hommes et femmes, oui, mais les femmes, elles sont très souvent à temps partiel, elles s'occupent des enfants, gna gna gna, c'est ce qui explique qu'à la fin d'une carrière, il y a un écart abyssal de rémunération. Bon, et c'est là où je me fais un petit peu plaisir, je suis très contente. Déjà, les écarts de rémunération, si je ne me trompe pas, tout secteur de métier confondu et aussi temps partiel, temps plein, équivalent, etc., c'est de l'ordre de 16% entre hommes et femmes. Donc, les femmes touchent 16% de moins que les hommes, en moyenne. À temps travaillé égal. Oui, voilà. Mais il y a aussi un effet, il y a quand même un effet du temps partiel, mais quand on ramène à ça, il y a 16%, et ces inégalités se creusent avec le temps, et donc au bout de 20 ans de carrière, une femme gagnera 20% de moins qu'un homme, donc c'est quand même 5% du salaire. Donc sur un chiffre mirobolant de 5 000 € par mois, ce qui n'est pas le salaire de tous, il y a déjà 1 000 € de moins. Avec 1 000 €, on fait beaucoup de choses. Donc déjà... Et si on enlève tout, si on gomme tous les effets du temps partiel, des secteurs d'activité, des CDD, des CDI, etc., il y a 6% d'écart de rémunération qu'on n'explique pas. Voilà, donc on se dit, bon, ça va, on nous dit 16%, on nous dit 20%, au final c'est 6%, ça va. Ouais, mais c'est pareil en fait, le temps partiel, quand on regarde, on nous dit c'est les femmes qui font des enfants et qui du coup s'arrêtent et ben non. Les femmes qui ont entre 25 et 49 ans, donc qui sont soit en âge d'avoir des enfants, soit de s'occuper des enfants, sont celles qui sont en majorité en temps plein. Mais en grande majorité à temps plein. Celles qui font le plus de temps partiel, ce sont les moins de 25 ans et les 50 ans et plus. Donc nous dire qu'on justifie les écarts de salaire par le fait qu'on travaille moins, parce qu'il y a des enfants, et puis a priori on ne les fait pas toutes seules, c'est faux. Comment ça s'explique que les petites jeunes fassent un peu plus de temps partiel? Ça va être aussi les difficultés de recrutement. Ça va être plus des profils type employés, ouvriers qui vont enchaîner les petits boulots, les CDD, qui vont pas pouvoir trouver de temps plein, donc ils prennent des temps partiels. Et puis les 50 ans et plus, parce qu'il y a aussi des problématiques de licenciement, de chômage, et donc c'est difficile quand on est plus âgé de s'insérer dans la vie professionnelle, donc le temps partiel est souvent un refuge. De santé aussi. Et il y a aussi des problématiques de santé, il y a aussi des femmes qui se portent beaucoup plus volontaires pour être aidantes quand on a des parents à charge, etc. Donc il y a un petit peu plus de sacrifices qui sont faits dans les générations plus âgées de l'entreprise, on va dire. Et surtout, ce qu'on a pu constater dans d'autres enquêtes chez les seniors, c'est que quelque part, les femmes de 50 ans et plus, quand elles ont vu leur investissement être décuplé en entreprise comme tout un chacun, et qu'elles ont parfois moins réussi que leurs homologues masculins, on a aussi tendance à un petit peu se désinvestir et se dire qu'un temps partiel pour terminer jusqu'à la retraite, ça va, ça dépend des revenus, mais oui, disons qu'on lève plus facilement le pied. Donc voilà, en tout cas sur le temps partiel, j'espère qu'on a réglé ce débat. Les écarts de rémunération ne se justifient pas par le fait d'exercer un temps partiel ou de s'occuper de ses enfants. C'est faux. Bon voilà. Déjà ça m'a fait plaisir. Voilà l'état. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller. Justement, comment on repense tout ça? Comment on repense tout ça? Déjà, on a des outils qui se mettent en place, ça tâtonne, des fois un peu par manque de volonté, mais il y en a quand même un peu plus qu'avant, donc c'est positif. Déjà, féminiser les instances dirigeantes, et donc les quotas sont quand même essentiels à l'heure actuelle pour essayer de parvenir à ce truc et que ça bouge. Des quotas, on en a mis en politique depuis 20 ans, quelque chose comme ça. Les tout premiers trucs, je crois que c'était aux alentours de 2002. Bon, ça n'a pas été suivi, ça n'a pas été appliqué. Comme tu disais, ils préfèrent payer les amendes, etc. Mais si on a réussi à le faire pour le politique, qui est un truc vachement verrouillé, si on a réussi à le faire depuis 20 ans... A priori, on devrait pouvoir le faire pour les entreprises. Juste, peut-être attention à quelque part essayer de mettre en place un outil qui puisse gommer les effets pervers et puis à mettre en place un petit peu plus de contrôle. Voilà. Le deuxième, ce serait revaloriser les métiers féminisés, parce que si ça paye mieux et si c'est mieux valorisé socialement, les hommes vont revenir. Et donc ça pourrait être... on va où il y a l'argent. Exactement. Voilà. Il y a aussi une problématique d'éducation, évidemment, sur la filière qu'on va choisir quand on est en études, etc. Un autre point aussi que j'ai lu dans un livre et que je trouvais pas bête du tout, et on va d'abord commencer par ça, c'est échanger entre collègues.
C'est-à-dire qu'il faut aussi lever ce tabou de l'argent et se dire, par exemple, Jean-Philippe Dubrul, combien gagnes-tu ? Oh, je gagne un peu moins, curieux. Bon, tu es chef, d'accord. Mais au-delà de ça, combien tu gagnais il y a 10 ans, moins inflation, blablabla. Donc, ne pas hésiter évidemment à en parler entre collègues. Même si c'est pas évident à partir d'une certaine génération. Non, bien sûr, c'est pas évident, mais ça permet au moins de se jauger, ne serait-ce que moi je suis chargée d'études, combien gagne mon collègue chargé d'études masculin. Ça veut pas dire qu'on doit rentrer non plus dans une espèce de paranoïa où on se dit ah c'est un homme donc il va être payé plus, mais ça permet aussi de réajuster le fait que peut-être un homme a demandé plus quand il est arrivé. Parce que c'est l'éducation qui veut ça, etc. Et donc du coup ça permet aussi de pouvoir rectifier le tir assez vite et se dire attends, non, on fait le même boulot, peut-être que je me suis fait un peu couillonner à l'entrée, comment on remet les choses sur un pied d'égalité. Et ma dernière petite reco, c'est l'éducation, c'est former et surtout prendre conscience. Et donc pour ça, il y a l'excellent livre de Titiou Lecoq qui est sorti, qui s'appelle Le couple et l'argent. Je m'en dis tellement parler. Exactement. Tout à l'heure, je l'ai dans la tête. Et au-delà de parler du couple, ça parle aussi beaucoup des inégalités économiques et en fait la façon dont ça se met en place entre filles et garçons dès le plus jeune âge, comment on répartit l'argent de poche, comment on apprend aux garçons et aux filles à se servir en fait de leur argent. Est-ce qu'on offre des monopolies aux petites filles ? Ah ça je ne sais pas, en tout cas c'est pas cité forcément dans le livre, mais par exemple ils expliquent que une fille on va lui donner moins d'argent de poche, mais par contre on va lui payer plus de choses, donc quelque part ça compense. Oui, mais elle est moins indépendante. Mais elle est moins indépendante, et puis du coup elle apprend moins à calculer son budget, elle part par contre beaucoup plus tôt de la maison, donc elle apprend à se faire son truc autonomie, ses lessives, toutes ses corvées toute seule, machin. Et le garçon qui va commencer à travailler, qui va partir un peu plus tard, déjà quand il se met à habiter seul, il a un petit capital. Plein de choses comme ça. Et puis le fait que nous, en tant que femmes, on est dans ce rôle de la gestion des dépenses du foyer, quand l'homme qui apporte le plus gros salaire en général, dans 75% des foyers, c'est une recette. Et donc il y a plein de petites choses comme ça qui conditionnent finalement toute notre vie et notre situation économique et professionnelle. Et donc je recommande à tous les hommes et toutes les femmes qui nous écoutent de lire ce petit livre. Voilà. On l'a pas, ici on n'a que la fracture, la France sous nos yeux et l'archipel français. Voilà. Mais on ramènera la librairie féministe que vous avez dans votre bureau. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous. Voilà, merci. Il y avait juste une question. Ah, une question. Oui. Mais en fait tu l'as abordé, c'est justement notre fidèle Nexpétit qui était parti mais qui est revenu et qui demande s'il n'y a pas une loi qui est passée ou qui va passer justement pour obliger les conseils d'administration à se féminiser. Donc c'est ce que tu disais sur les entreprises de plus de 2000 salariés, 40%. Oui, dans les instances dirigeantes, dans les comités de direction, etc. Oui, il y a une loi, elle est passée. La loi Rixain. La loi Rixain. R-I-X-A-I-N. Elle est bien passée, elle est active. Déjà, donc elle est active. Oui, elle est active depuis 2021, je crois. Voilà. Après, il faut que ce soit des écarts constatés des manquements constatés sur 3 ans consécutifs. Donc, une fois sur 2, on peut s'amuser. Donc, il n'y a pas encore une sanction, en fait, ça n'existe pas. Non, voilà. Sur le papier, c'est une jolie loi. Maintenant, comment c'est appliqué, quels sont les effets pervers qu'on peut gommer future génération, peut-être, répondra à cette question. Eh bien, on verra. Merci beaucoup, Chloé. Merci.